Donc, Rodolphe, tu me dis quand je peux y aller? C'est bon? C'est bon? Ok. Bien, bon, bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien? Bon, parfait. Donc, ravi de vous revoir tous. Je commence à connaître pas mal de gens dans la salle. Des gens qui reviennent régulièrement. Donc, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur d'être là. Pour parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur pour expliquer justement ces hautes dilutions homéopathiques qui est le vide. Donc, je vais essayer, comme chaque année, d'être le plus simple possible, même si l'idée, c'est quand même de vous... J'ai bien intitulé mon exposé « Mythe ou réalité », c'est-à-dire que vous connaissez tous l'argument qu'on avance à l'homéopathie. À la limite, on dit « oui, l'homéopathie, ça marche », mais la science est impuissante à l'expliquer. Or, il se trouve que depuis des années, je travaille à expliquer l'homéopathie de manière scientifique avec une théorie que je vais vous présenter. J'en ai déjà parlé au cours des Toulouse précédents, mais là, c'est vraiment la première fois que je vais vraiment m'intéresser aux médicaments homéopathiques, sur sa mode d'action et comment on peut expliquer scientifiquement qu'on peut se soigner donc avec simplement quelque chose où on a supprimé de la matière. Et c'est très bien que Gérard Gros ait fait l'exposé avant moi, parce qu'il y a aussi une critique qu'on émet souvent sur l'homéopathie, c'est que c'est un effet placebo. Alors évidemment, un effet placebo, quand on a un cochon, une vache, ça devient déjà plus difficile à expliquer par l'effet placebo, quoique les animaux ont une conscience, donc on pourrait aussi invoquer l'effet placebo. Mais il paraît que ça marche aussi sur des plantes, et que ça peut même marcher dans des situations où vraiment il est très difficile d'impliquer ça. Alors, je vais commencer donc par vous présenter celui avec qui tout a démarré, qui est Samuel Hahnemann. On a fêté en 2010 ici à Toulouse les 200 ans d'homéopathie. Alors, on les a fêtés en buvant un bon verre à la santé de Samuel Hahnemann, et sans dilution, évidemment. Donc c'est une technique en fait qui est bien plus ancienne que la médecine, enfin que la médecine allopathique. Il faut savoir que la médecine allopathique a vraiment démarré après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que quand on n'a plus su quoi faire de tous ces produits toxiques qu'on fabriquait pour les armes, pour le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, les grands chimistes se sont posé les questions, qu'est-ce qu'on fait de toutes nos réserves? Et ils se sont dit, on va en faire des médicaments et on va en faire des produits pour l'agriculture, ce qu'on appelle les phytosanitaires. Ce qui fait que toute cette médecine qui utilise beaucoup de médicaments chimiques date en fait, grosso modo, de 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, on a une technique qui remonte à 1810. Alors pour ceux qui ont suivi ça, en 2005, dans un journal scientifique qui fait la une, enfin, qui fait référence dans la médecine, on pouvait lire « The end of homeopathy », ce qu'on peut traduire par la fin de l'homéopathie. Et alors, je n'ai pas voulu traduire le texte, parce que je ne veux pas déformer la pensée de l'auteur, celui du journaliste qui a écrit ça. Grosso modo, il dit qu'il est temps que les patients et les médecins soient enfin raisonnables et admettent que l'homéopathie ne marche pas. Et donc, il faudrait qu'on arrête de discuter de ça. Alors, vous comprenez le problème, c'est que quand vous voyez la conférence de Gérard Gros, c'est quand même grave d'aller dire qu'on va arrêter l'homéopathie alors que les effets sont là. Alors, ce même journaliste, je vous ai mis ici en gras quelques phrases que je vais traduire. C'est toujours le même, c'est le même article de 2005. Donc, commonly to the extent that no molecule of the original substance remain. C'est-à-dire, on va aller jusqu'à un point où aucune molécule originale de la substance qu'on a diluée ne reste. Information is thought to be transferred. C'est-à-dire, on pense que de l'information est transférée. In the light of current knowledge seems to be implausible. C'est-à-dire qu'à la lumière de la science moderne, tout ceci semble très peu probable, voire impossible.
Et alors, le dernier mot, eh bien, many people therefore assume, ce qui veut dire suppose. Et donc, vous voyez un petit peu la chose. Et lorsqu'on regarde ensuite la critique qui est émise contre l'homéopathie par cette science médicale allopathique, la principale critique sur toutes les études scientifiques, parce qu'il y a des études scientifiques qui rapportent des cas d'utilisation de médicaments homéopathiques, on invoque le biais statistique, c'est-à-dire cette caractéristique qu'on ne fait pas une statistique fiable, mais qui a un biais qu'on ne connaît pas et qui fausse le résultat. C'est-à-dire, en gros, si l'homéopathie marche, c'est parce qu'il y a un biais qui fait que ça croit que ça marche. Mais dans le fond, ça ne peut pas marcher. Alors, toute la conférence est évidemment pour vous montrer que ce point de vue-là est faux. C'est-à-dire que non seulement l'homéopathie marche, parce que ça, il suffit de l'expérimenter, mais qu'en plus, la science a les moyens aujourd'hui d'expliquer ça avec des considérations qui sont tout à fait scientifiques et qui tiennent parfaitement la route. Alors, je vais juste vous montrer, avant de commencer un petit peu de vous expliquer ça, deux figures qui sont toujours tirées de ce journal The Lancet. Vous avez ici ce qu'on appelle le rapport de chance pour l'allopathie. Donc, si vous ne connaissez pas les analyses statistiques, peu importe, ce qui est important de voir, c'est que la ligne qui correspond au RC égale à 1, donc celle qui est en pointillé, correspond à un effet nul. C'est-à-dire que vous donnez un médicament et ça ne fait rien. Tout ce qui est à gauche, c'est que vous améliorez, c'est-à-dire que vous guérissez. Tout ce qui est à droite de 1, c'est que vous empirez. C'est-à-dire que ça ne marche pas du tout. Alors vous voyez ce qu'on appelle un biais statistique, c'est que la courbe est complètement décalée vers la gauche. On n'est pas centré autour de 1. Et ça vient de quoi? Bien, ça vient du fait qu'on aime publier, quand on est scientifique, des choses qui marchent. Et on ne publie pas les échecs. Or, très souvent, on progresse plus par les échecs en connaissance que par ce qui marche. Si vous avez une erreur, si vous avez un modèle qui est faux, et que l'expérience confirme votre modèle qui est faux, vous allez continuer dans l'erreur. Si vous avez un modèle qui est faux et que l'expérience vous dit votre modèle est débile, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez abandonner le modèle pour en trouver un meilleur. Et c'est ça, ce biais qui est toujours là. Et on ne le retrouve pas simplement chez les allopathes, on le retrouve aussi chez les homéopathes. Là, c'est la courbe de droite, c'est exactement les mêmes choses. Et là, les études sont très bien faites, regardez les chiffres. C'est-à-dire que ce sont des essais donc dites de haute qualité qui ont été sélectionnés. Il y a toujours plus d'essais de haute qualité du côté homéopathique que du côté allopathique. Regardez le point qui est ici. Vous avez un point sur la courbe de droite qui est au-dessus de 10. C'est-à-dire que même quand un chercheur fait de l'homéopathie, comme ça ne marche pas, il publie. C'est-à-dire que la recherche homéopathique, on lui demande d'être beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus critique que la recherche allopathique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous comparez les deux courbes, est-ce que vous voyez une différence? Vous voyez que ça marche dans les deux cas. Parce que tout est décalé vers la gauche, c'est-à-dire que même le médicament homéopathique soigne. Et qu'est-ce que conclut l'article? Que tout ça, c'est faux. C'est un biais statistique. Et si vous regardez, en fait, vous voyez les petites lignes bleues? Vous voyez qu'à gauche, les petites lignes bleues ne croisent pas la barre qui est pointillée, ce qui est sur le 1, alors qu'à gauche, ça croise. Et donc, c'est parce que la courbe de droite, les petites lignes bleues croisent la droite R égale 1, qui est le rapport de chance nul, c'est-à-dire aucun effet, qu'on dit que l'homéopathie n'a pas d'effet. Mais en disant ça, évidemment, on oublie tout le reste des points qui montrent que ça marche. Donc voilà, il y a un petit parti pris contre l'homéopathie dans la communauté scientifique. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut prendre le problème un petit peu différemment. Alors, c'est évidemment l'occasion de rendre hommage, on a rendu hommage à Jeanne Rousseau, mais je crois qu'il faut aussi parler de Jacques Benveniste, qui a été un des premiers à essayer de comprendre ce qui se passait dans ces discussions homéopathiques. Et Jacques Benveniste, donc, nous a laissé quelques observations qu'il est bon de connaître. Et lorsqu'on prépare un remède homéopathique, il faut être entre 0 et 70 degrés. C'est-à-dire que si vous faites une congélation, ou si vous chauffez au-dessus de 70 degrés, vous perdez l'efficacité.
Ce que peu de gens savent, c'est qu'il faut de l'oxygène. C'est-à-dire que si vous enlevez l'oxygène de l'air quand vous faites la préparation, ça ne marche plus. Il ne faut pas qu'il y ait de champ magnétique. C'est-à-dire que si vous avez un émetteur Wi-Fi à côté de votre système, ça ne marche pas non plus. C'est pour ça que, Jean-Yves, il faut quand même que tu dises aux gens voilà, de ne pas le faire à côté d'une télévision, enfin d'une source d'émission électromagnétique, parce que ça va perturber complètement le processus. Pas d'ultrasonication, c'est-à-dire si vous avez un bain ultrason pour vous, pour détartrer, évitez de le mettre dedans. Et enfin, ça c'est le gros problème, c'est ce qu'on appelle la barrière d'Avogadro. C'est-à-dire qu'elle se situe à 12 CH et c'est un point en homéopathie où on passe ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire que si vous dépassez 12 CH et s'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire du type le produit reste accroché sur les parois, normalement vous n'avez plus une seule molécule de l'espèce que vous avez diluée. Et ça, évidemment, c'est la grande objection qu'on fait à l'homéopathie. Comme il n'y a plus rien de matériel, évidemment, ça ne doit plus marcher. Or, le nombre d'homéopathes qui utilisent des dilutions qui sont supérieures à 12 CH, ça marche. Donc ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose qu'il faut comprendre. Alors ici, je vous ai mis le nombre d'Avogadro, ça veut dire que dans 18 grammes d'eau, vous avez 10 puissance 24 molécules d'eau. Alors, on a fait avec Rodolphe un petit chapitre qui sera dans la web application dont il vous parlera, qui s'appelle l'eau n'est pas H2O. Pour que vous compreniez la différence entre la molécule d'eau et l'eau. C'est deux choses qui sont très différentes. Ici, 18 grammes d'eau, c'est pas beaucoup. Hein. Vous voyez tout ce que c'est. Est-ce que vous voyez ce que c'est que le nombre d'Avogadro? Parce que moi, je vous dis 10 puissance 24. Mais bon, moi, je vois ce que c'est. Mais vous, je ne suis pas sûr que vous compreniez exactement. Alors, pour vous faire comprendre ça, j'ai pris une image. Imaginez que vous vouliez compter le nombre d'étoiles dans l'univers. Le nombre total de toutes les étoiles dans tout l'univers. Eh bien, il y a autant d'étoiles dans tout l'univers que dans 18 grammes d'eau, que de molécules d'eau dans 18 grammes d'eau. Est-ce que vous percevez la grandeur de ce nombre? 18 grammes d'eau contiennent un nombre de molécules qui est à peu près le même que le nombre total d'étoiles dans l'univers. Vous pouvez aussi le comparer au nombre de micro-organismes prokaryotes dans les intestins de toute l'humanité, c'est à peu près le même nombre. C'est-à-dire que vous prenez les intestins de toute l'humanité, vous sortez toutes les bactéries, il y en a à peu près le nombre d'Avogadro. C'est pour vous donner la grandeur de ce nombre. C'est un nombre qui est énorme. Je vous mets ici deux questions à laquelle on va répondre, de façon que j'estime pour moi définitive, mais bon, après c'est toujours discutable, ça ne reste que de la théorie. L'eau peut-elle avoir une mémoire? La réponse est oui. Et aujourd'hui, la réponse elle est double, elle est expérimentale, je ne l'amènerai pas parce que moi je suis plutôt du côté de la compréhension des phénomènes par les modélisations, mais aujourd'hui elle a été amenée par des travaux que vous allez avoir l'occasion de découvrir à la télévision, dans un reportage qui va être diffusé sur France 5 au mois d'octobre, où on va vous présenter un documentaire de 50 minutes sur les travaux de Luc Montagnier. Et vous pourrez dire, enfin, c'est vrai, parce que je l'ai vu à la télé. Non, mais c'est souvent ça, les gens, du moment que c'est passé à la télé, ça y est, c'est bon. Donc, en octobre, soyez bien connectés, vous allez avoir sur France 5 un documentaire, on va vous présenter toute la partie expérimentale qui démontre que l'eau a une mémoire. Et vous me retrouverez dans ce reportage, je représenterai ce que je suis en train de présenter ici, mais là maintenant c'est pour m'adresser non plus à Toulouse, mais évidemment sur une forme beaucoup plus simplifiée à tous les auditeurs de France 5 qui suivront ce documentaire. Donc la réponse est oui. La deuxième chose... pardon ? Non, parce qu'elle est en cours de montage, et on n'est même pas sûr qu'elle soit encore diffusée, parce qu'il peut encore y avoir des pressions. Non, mais il faut savoir que cette émission, là, elle est en cours de montage. Quand le montage sera fait, il sera présenté à France 5, qui peuvent encore décider de ne pas la diffuser. Hein. Mais enfin, normalement, on a l'assurance que ce sera diffusé, et de toute façon,
Je relirai cette information sur Facebook, je suis sur Facebook, donc si vous me suivez sur Facebook, vous aurez des informations. Et puis comme Jean-Yves est aussi sur Facebook, il relira l'information dans Effervescence. Enfin, bref. Rassurez-vous que dès que ce sera, on fera ce qu'il faut pour que vous soyez informés. La deuxième question que je vais résoudre, c'est est-ce que l'allopathie serait une sous-discipline de l'homéopathie? C'est-à-dire, en fait, la méthode la plus pire qu'on ait pour soigner. Et la réponse, là aussi, est oui. Donc, vous voyez qu'on est en bonne compagnie. Alors, on y va. Pour ça, j'ai besoin de quelques petits concepts. Alors, je ne vais pas vous embêter très longtemps avec ça, mais j'aime bien quand même que les choses soient claires. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre comment fonctionne l'homéopathie, vous ne pouvez pas comprendre ça dans un cadre de pensée classique. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre de pensée classique? C'est la vie de tous les jours, celle que vous connaissez, celle des voitures, celle des boules de pétanque, celle de tout ce que vous expérimentez, elle est approximative. Et si vous voulez comprendre l'homéopathie, il faut aller faire l'effort d'aller à la physique quantique. Alors, la physique quantique, c'est un petit peu fantastique parce que ça vous dit que dans la nature, aucun changement ne peut mettre en jeu une action inférieure à une certaine valeur. Cette phrase, on peut la traduire par l'image que vous voyez là. Est-ce que vous voyez la petite flèche qui tourne? Ça, c'est ce qu'on appelle un corpuscule. Et quand vous regardez cette flèche qui tourne à vitesse constante, qu'est-ce que vous voyez sur deux plans? Vous voyez une onde. C'est-à-dire que vous pouvez toujours imaginer un corpuscule de matière comme une onde non matérielle. Et c'est ça la clé, si vous voulez comprendre, c'est-à-dire que vous avez toujours le droit de penser la matière comme étant bien sûr un petit objet localisé. Ça, c'est quand vous faites une mesure en général. Mais quand vous ne l'observez pas, il ne va pas se comporter comme un petit objet massique, il va se comporter comme une onde. Exactement comme les ondes électromagnétiques que vous ne voyez pas dans la pièce. C'est-à-dire que l'objet va disparaître comme ça. Comme on ne le regarde pas, il révèle sa vraie nature qui est une onde. Et cette onde, elle a une propriété, c'est qu'elle emplit tout l'espace à la fois. C'est-à-dire qu'elle n'est plus localisée en un point. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a donc deux façons de voir quand on fait de la physique quantique, c'est qu'on ne va pas parler de masse, de vitesse et d'énergie, on va parler pour l'énergie de fréquence, on va parler pour la masse et la vitesse de longueur d'onde. C'est-à-dire que vous pouvez toujours associer une fréquence et une longueur d'onde. Alors peu importe les valeurs, le principal c'est de bien avoir ça en tête. Comme toujours avec les ondes, on a ce qu'on appelle des principes d'incertitude, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Comme vous êtes en quantique, soit vous voulez connaître, si vous voulez connaître quelque chose, par exemple, si vous voulez connaître l'énergie, eh bien il va falloir que vous ayez un temps de vie infini. C'est ce qu'on appelle la relation d'incertitude temps-énergie. Si vous avez quelque chose qui est très bref, qui dure très peu, ben vous ne pourrez pas connaître son énergie. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Ou vous voulez connaître le temps, et vous ne connaîtrez pas l'énergie. Ou vous voulez connaître l'énergie, mais vous ne connaîtrez plus le temps. Ou vous voulez connaître ce qu'on appelle la vitesse, et vous ne savez plus où vous êtes. Ou vous voulez savoir où vous êtes, mais vous ne savez plus à quelle vitesse vous êtes. Et c'est ces notions-là qui vont être utiles pour pouvoir aller explorer cette chose magnifique qu'on appelle le vide. Dernière chose, on a la cohérence ou l'incohérence. Alors, ça c'est une autre relation d'incertitude qui fait intervenir deux choses. D'une partie, un nombre d'objets, et de l'autre côté, ce qu'on appelle une phase de l'onde. Vous avez ici donc les deux cas. Soit vous connaissez le nombre d'objets, c'est-à-dire que vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, auquel cas vous ne connaissez pas la phase. Soit vous ne pouvez pas compter, parce que les objets sont toujours en train d'apparaître et de disparaître, et auquel cas maintenant vous connaissez la phase. Alors, comme c'est un concept qui est un petit peu difficile, j'ai fait des vidéos qui s'appellent Comprendre la cohérence. Je ne vais pas les diffuser ici parce qu'il y en a pour 15 minutes. Elles sont sur Internet. Vous pouvez vous connecter sur Internet, aller voir ces vidéos. Il y en a 3 pour le moment, mais il y en aura d'autres dans le futur. Et je vous explique ce que c'est justement la différence entre ce qu'on appelle de l'incohérence et de la cohérence. Je vais juste vous en donner deux images.
Vous êtes là dans la salle. Vous formez une entité cohérente ou incohérente? Eh bien, c'est facile. Vous comptez. Est-ce que je peux vous compter? Oui, donc vous êtes incohérent. Et c'est parce que je peux vous compter que vous êtes incohérent, et c'est pour ça qu'on peut vous identifier en tant qu'un objet. Maintenant, on va prendre l'autre cas, ce qu'on appelle la cohérence. Vous prenez par exemple une... Je ne peux plus vous prendre comme exemple, puisque vous êtes incohérent. Mais je vais prendre un banc de poissons. Vous avez déjà vu ces bancs de poissons dans l'eau? Ou alors ces nuées d'oiseaux dans le ciel. Est-ce que vous pouvez compter? Non. Vous ne pouvez pas compter, donc ils sont cohérents. Et vous la voyez, cette cohérence. C'est-à-dire, quand vous voyez tout le nuée d'oiseaux qui change, c'est spectaculaire. On est frappé par ça. Vous voyez une image de la cohérence. Eh bien, qu'est-ce qui va jouer le rôle des oiseaux et des poissons? Ce sont les molécules d'eau. Et ça va s'appeler les domaines de cohérence. Et c'est pour ça qu'on va avoir l'homéopathie. C'est parce que l'eau n'est pas cette substance banale, H2O, que vous croyez connaître. C'est une succession de ce qu'on appelle de domaines de cohérence. C'est-à-dire que dans l'eau, vous avez ces espèces de bancs de molécules qui sont organisées. Et comme je vous l'ai dit, quand vous avez un banc, quelque chose que vous ne pouvez pas compter, vous êtes dans le cadre de la cohérence, c'est-à-dire que comme vous ne pouvez pas compter, vous pouvez définir ce qu'on appelle la phase, c'est-à-dire une direction commune pour le mouvement. Et ça, c'est une information. Et voilà où se situe la mémoire de l'eau, au niveau de cette information de phase. Mais pour ça, il faut avoir un comportement cohérent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se comporter comme un ensemble d'objets qui s'agitent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous emmener très très loin dans l'espace, vers ce qu'on appelle les trous noirs. Ce sont les objets les plus massiques que l'univers est capable de créer. Et ça, c'est une autre théorie qui n'est pas la physique quantique. Vous la connaissez, cette théorie, c'est la théorie de la relativité, puisque qui ne connaît pas la célèbre formule E égale mc carré? C'est-à-dire qu'on peut aussi voir la masse, non pas comme une onde, mais comme une énergie. Et une énergie matérielle et non plus une fréquence. Ce qui est intéressant, et ça c'est ce qu'on appelle la relativité générale, c'est qu'on ne peut pas dépasser une certaine puissance dans l'univers. Quand vous allez vers des objets qui sont trop massiques, voilà ce qu'ils deviennent. Un trou noir. Et on a un critère pour ça, qui est de la taille. Si vous connaissez votre masse, que j'ai appelée ici m, si vous connaissez deux constantes de la nature qui sont la constante de gravitation et la vitesse de la lumière, vous pouvez calculer quelle est la taille limite que vous pourrez avoir. Vous ne pourrez pas être plus petit que 2g fois la masse sur le carré de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans cet état-là, vous êtes tellement comprimé qu'on ne peut pas en mettre plus. Vous êtes full. On ne peut plus rien mettre. Et la conséquence de ça, c'est que vous avez une taille minimale. Vous êtes prêts pour le choc? Parce que c'est tout ce que j'ai besoin pour vous démontrer quelque chose de fantastique, c'est que vide et matière sont deux concepts identiques. Voilà comment on va faire. Imaginez-vous le vide comme étant l'image que vous voyez. Quand vous voyez du vide, qu'est-ce que vous voyez? Rien. Mais est-ce que parce que je ne vois rien, il n'y a rien? Non, parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a ces relations d'incertitude. C'est-à-dire que si je regarde le vide très très près, en fait, je vais voir qu'il est toujours en mouvement. Et que, vous voyez ces espèces de petites traînées qui jaillissent du vide? Ça, c'est ce qu'on appelle des particules virtuelles. Pourquoi on les appelle virtuelles? Parce qu'elles ne peuvent pas les voir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les voir qu'elles n'existent pas. Et c'est le rôle justement des petits objets. Vous ne pouvez pas les voir, mais un petit objet comme un électron, il en a tellement peu de matière que lui, quand il voit tout ça, il voit ce jeu du vide. Alors ça, on appelle ça la fluctuation du vide, ou si vous préférez, c'est l'énergie de point zéro, c'est l'énergie du vide, il y a dans le vide quelque chose. Et c'est là où évidemment notre esprit devient un petit peu perturbé. Mais alors, s'il y a quelque chose dans le vide, c'est qu'il n'est pas vide. C'est qu'il y a donc de la matière. Et c'est là où, si vous ne dites pas le vide et la matière, c'est la même chose,
vous êtes paumé. Dites simplement que, ben oui, le vide c'est la matière, c'est pareil. Et à ce moment, il n'y a plus de souci. Et en plus, on peut le démontrer comme vous allez le voir. D'abord, on peut faire des mesures avec ça. Ça s'appelle l'effet Casimir. Alors, techniquement, ça consiste à prendre deux plaques, à les mettre dans le vide, et ensuite de rapprocher les plaques. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque la distance entre les deux plaques devient suffisamment petite, on voit les deux plaques qui s'attirent et qui se collent l'une à l'autre. Bon, ça c'est des trucs de physiciens. Je vais vous prendre quelque chose de beaucoup plus simple. Allez sur un port. Vous voyez tous un port. Qu'est-ce qu'on trouve dans un port? On trouve des bateaux. Est-ce que vous avez déjà vu des bateaux accrochés sur un port? On les met à côté les uns des autres. Qu'est-ce qu'on met autour des bateaux? On met toujours des bouées. Pourquoi? Ben à cause de l'effet Casimir. C'est-à-dire que vos bateaux, ils ne sont pas sur une surface qui est immobile. Ils flottent sur l'eau. Et qu'est-ce qu'on trouve sur l'eau? On trouve des vagues. Qu'est-ce qu'on trouve dans le vide? Des vagues de matière. Donc vous pouvez voir le vide comme une mer qui est agitée. Et on le voit très bien avec les bateaux, c'est quand deux bateaux se rapprochent suffisamment près, il y a les grandes longueurs d'onde qui ne peuvent plus aller entre les bateaux. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le temps d'osciller, parce que la distance est trop faible. Ce qui fait que vous excluez les grandes longueurs d'onde à l'extérieur pour ne garder que les petites. Mais ça fait un déséquilibre, puisque maintenant il y a moins d'ondes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et comme il y a moins d'ondes à l'intérieur qu'à l'extérieur, que font les bateaux? Ils se rapprochent. Et c'est pour ça qu'on met des bouées. Donc, regardez des bateaux qui dansent sur l'eau dans un port et vous comprenez ce que c'est que l'effet Casimir. C'est-à-dire, c'est les vagues du vide qui ne peuvent plus rentrer dedans et tout ça, ça marche. Alors, après la démonstration de l'équivalence vide-matière, vous pouvez l'obtenir de deux façons. Soit vous dites je suis bouddhique, et vous allez lire certains traités de philosophie qui vont vous expliquer que la matière c'est Maya et que ce qui est beau c'est la vacuité. Et là vous dites oui bon ces gens-là ils sont un peu bizarres. Soit vous voulez démontrer ça scientifiquement. Et je vais vous donner la démonstration, c'est 3 lignes. Prenez une région vide, il n'y a rien. Si maintenant vous dites qu'il y a là-dedans du vide qui fluctue, et si vous appliquez les petites relations d'incertitude que j'ai données tout à l'heure, ça veut dire que dans une région qui est suffisamment petite et vide,